Le mercure, un véritable danger pour la santé et l'environnement. Le ministère de l'Environnement veut réduire les risques liés à son utilisation dans l'exploitation minière. Difficulté d'approvisionnement des centres de santé publique en cause l'insuffisance des fonds mis à la disposition de la pharmacie de la santé publique. Et puis au Guatemala, la Cour suprême annule la condamnation de l'ex-dictateur Rios Montt pour vice de procédure. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La pharmacie de la santé publique n'arrive plus à approvisionner correctement les pharmacies des centres de santé publique. Cela est dû à l'insuffisance des moyens financiers mis à leur disposition. Pour pallier ces insuffisances, des réformes s'avèrent nécessaires. Michel Ducré nous en dit plus. La pharmacie de la santé publique est chargée d'approvisionner en produits médicaux les formations sanitaires publiques de Côte d'Ivoire. Mais depuis quelques années, la machine est grippée. La structure connaît de réelles difficultés. Les ressources qui sont mises à disposition depuis de nombreuses années à la PSP pour acheter les médicaments et soigner la population sont très insuffisantes. À titre d'exemple, le Burkina Faso, qui a une centrale d'achat qui est de type association, modèle que nous voulons adopter, réalise avec un produit intérieur brut 2 fois inférieur à celui de la Côte d'Ivoire, un chiffre d'affaires de 34 milliards, c'est-à-dire 3 fois celui qui est réalisé à la PSP. Pour mesurer l'impact de cette situation dans les centres de santé publique, notre équipe de reportage se rend au CHU de Trècheville, qui enregistre des fréquentes ruptures de stock de médicaments. Notre fournisseur principal, c'est la PSP. Donc si la PSP est en rupture, et ce qui est le cas en ce moment, évidemment, nous qui sommes ses clients principaux, nous sommes aussi en rupture. Pour faire face à ces désagréments, l'État de Côte d'Ivoire a initié, depuis mai 2012, une réforme de la pharmacie de la santé publique. Les grandes réformes vont porter principalement sur le circuit de recouvrement, sur l'amélioration aussi de la traçabilité des stocks, et puis d'une façon générale sur le développement des aspects commerciaux de cette structure. La rencontre d'Abidjan de ce mardi vise à fournir aux partenaires techniques et financiers les informations nécessaires à une meilleure compréhension des réformes pour une nouvelle pharmacie de la santé publique, et ce en prévision de la prochaine conférence des bailleurs. Une autre inquiétude pointe à l'horizon la forte utilisation du mercure dans l'exploitation minière. Cela peut nuire à la santé et dégrader l'environnement. Une formation a été initiée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour réduire les risques liés à son utilisation. Une formation appuyée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Le reportage de Michel Mambo. L'exploitation artisanale des mines d'or, un moyen de lutte contre la pauvreté. L'activité s'est propagée sur l'ensemble du territoire national et semble sourire aux acteurs du secteur. Toutefois, elle peut être source de malheur, car selon les experts, ce secteur représente le plus grand rejet anthropique de mercure dans l'environnement, avec pour conséquence la déforestation, la pollution de l'air et de l'eau, entre autres. Un danger auquel sont exposées les personnes qui exercent dans le domaine. Il s'agissait donc au cours de cet atelier de réfléchir à la réduction des risques liés à l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale. À terme, c'est de rendre cette activité qui est dans la clandestinité une activité normale avec les meilleures pratiques environnementales qui protègent non seulement la santé de leurs pailleurs, mais qui protègent aussi notre environnement. Et c'est cela que vise le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable à travers ce projet. L'atelier organisé par le ministère de l'Environnement avec l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a réuni pendant 2 jours une 50aine de participants. Cap sur Abobo, 40 ans que dure le calvaire de la communauté musulmane de cette commune. La construction de la grande mosquée d'Abobo, démarrée en 1973, s'est arrêtée cette même année. Une situation que les fidèles de ce lieu ne peuvent plus supporter. Ils ont donc décidé d'achever sa construction cette année même pour rompre avec 40 années de traversée du désert. Grande mosquée d'Abobo, 4500 m² offert par Feu Félix Houphouët-Boigny en 1973.
Mais pour les fidèles musulmans, la traversée du désert dure 40 années. Et pour cause, l'édifice demeure encore inachevé. Plusieurs piliers tombent en ruine. L'espace n'est utilisé qu'au cours des grandes fêtes musulmanes de Tabaski et de Ramadan, où l'on enregistre la présence des élus locaux qui semblent insensibles à la dégradation des lieux. La saison des pluies qui s'annonce rendra les choses encore plus difficiles. Quand il pleut, l'eau envahit l'espace qu'on utilise pour la prière et l'on ne peut plus entrer dans la mosquée. Aujourd'hui, les fidèles ont décidé de prendre les choses en main en tendant la main. Aujourd'hui, pour terminer la mosquée, on a besoin de dons matériels, de briques, de ciment, de gravier et de bois, pas forcément d'argent. 9500 briques ont pu être collectées sur les 20 000 prévus. Le compte est encore bien loin pour les fidèles musulmans d'Abobo qui veulent achever les travaux de construction avant la fin de l'année. C'est le 21 mai 2011 que le président Alassane Ouattara a été investi. Cela fait donc 2 ans qu'il est au pouvoir. Depuis, le gouvernement Ouattara a fait des progrès significatifs en restaurant l'économie et les infrastructures. Un flashback sur cet événement avec Juliette Ouéa qui nous a aussi dressé le bilan de l'action gouvernementale. 21 mai 2011, 21 mai 2013, cela fait 2 ans que le président de la République Alassane Ouattara a été investi dans ses fonctions. L'événement s'est tenu en présence de plusieurs chefs d'État, de gouvernement et ambassadeurs. Après 2 ans d'exercice de pouvoir, on peut mettre aujourd'hui à l'actif de l'homme plusieurs chantiers réalisés et en cours de réalisation. La réhabilitation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la réalisation de plusieurs infrastructures économiques, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones ex-CNO. On note également l'offensive économique de la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, passé de 45 milliards de francs CFA en avril 2011 à 60 milliards de francs CFA pour l'année 2012. Il faut aussi ajouter le Plan national de développement 2012-2015. Objectif, atteindre une croissance à 2 chiffres en 2014 et faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Plusieurs grands chantiers sont également en cours, à l'exemple de la réconciliation nationale, tant attendue par les Ivoiriens. La formation fait défaut aux responsables des petites et moyennes entreprises. Comment augmenter sa chance de remporter un marché public et développer son entreprise en comprenant mieux les acheteurs, leurs règles, leurs pratiques et leurs attentes? C'est pour répondre à ces interrogations que le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics a initié une formation à l'intention des responsables des PME du secteur des bâtiments. Grace Kando a assisté à la formation. Les entrepreneurs en bâtiment veulent faire face aux problèmes qui minent leur secteur. Selon eux, ces difficultés ont pour nom manque de compétences en ressources humaines et non-maîtrise des données d'appel d'offres. Pour juguler ces maux, les acteurs de ce secteur font recours à la formation. Il est reproché à la Côte d'Ivoire bien souvent que sur des montants qui sont affectés au pays, que seulement 20% soient consommés. C'est-à-dire que seulement 20% de travaux soient réalisés quand la population attend que 100% soit consommé. Dans certains pays voisins, ils sont à 110% de consommation. Et la Côte d'Ivoire est à 20%. Il faut qu'on arrête ça. Une session de formation au cours de laquelle animateurs et participants ont échangé leurs visions respectives. Le système des marchés publics en Côte d'Ivoire est vieux depuis de 40 ans, mais les formations, les renforcements des capacités sont assez rares. Il est donc question maintenant pour la Côte d'Ivoire de se mettre au diapason de tout le monde, d'autant plus qu'avec les nouvelles directives de l'UEMOA, bientôt le marché va être ouvert à l'espace sous-régional. On se rend compte que les entreprises des travaux publics en Côte d'Ivoire ont d'énormes difficultés à pouvoir respecter leurs engagements du point de vue de l'exécution, du point de vue des délais. Cette formation est très bienvenue parce que justement, elle va apporter une aide justement à pouvoir mieux comprendre les enjeux des différents projets. Après le défi de la formation, le prochain challenge sera la création d'une plateforme de collaboration État, acteurs, PME et PMI en bâtiment. Celle-ci va permettre de résoudre la question du déficit en logement que le pays accuse depuis ces dernières décennies. Une autre formation, cette fois du côté de la douane ivoirienne et des acteurs du secteur privé. Ils ont appris à faciliter les procédures de dédouanement et à développer la transparence dans le domaine. Toba Gessambi nous situe là-dessus.
Au terme de 5 jours de formation, douanes ivoiriennes, secteur privé de Côte d'Ivoire, assuré par les experts de l'Organisation mondiale des douanes OMD, plusieurs recommandations ont été faites pour une facilitation des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Entre autres recommandations, organisation d'une campagne de communication et de sensibilisation interne et externe sur les outils et instruments de l'OMD sur la facilitation des échanges, dotation des acteurs de la chaîne logistique nationale en ressources nécessaires à la mise en œuvre des instruments et outils de l'OMD sur la facilitation des échanges. Notons que cette formation des membres de l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement OCOD sur la facilitation des échanges commerciaux a vu la participation des représentants des douanes maliennes et du Conseil nigérien des utilisateurs du transport public. Et puis, le ministre des Transports informe les personnalités invitées, le président du Haut Conseil des entreprises de transport routier, l'ensemble de la famille des transporteurs que pour des raisons de contraintes de calendrier, la cérémonie de pose de la première pierre de la gare routière d'Abidjan, initialement prévue le 23 mai 2013, est reportée à une date ultérieure. Le ministre des Transports s'excuse pour les désagréments causés par ce report. À l'étranger, les combats ont repris ce matin entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise près de Goma, ville stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo, le jour même de l'arrivée dans le pays du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Au Guatemala, la Cour suprême annule la condamnation de l'ex-dictateur Rios Montt pour vice de procédure. Selon la Cour, l'accusé s'était présenté sans défense. Son avocat avait été expulsé par le tribunal. L'homme était condamné pour génocide et crimes de guerre. Le 10 mai dernier, un juge guatémaltèque condamnait l'ex-dictateur Efraín Rios Montt à 80 ans de prison pour génocide et crimes de guerre. Un jugement qui devait faire date dans la jurisprudence internationale, car pour la première fois, un ancien dirigeant était condamné pour crime contre l'humanité par un tribunal de son propre pays. C'était sans compter sur l'avis de la Cour constitutionnelle guatémaltèque qui a décidé hier d'annuler la condamnation pour vice de procédure. Les avocats de Rios Montt, qui avaient déposé un recours, se félicitent de cette décision. Le droit de la défense a été violé constamment alors qu'il est sacré. C'est une règle constitutionnelle. Il n'existe pas de règle supérieure. C'est une institution de droit et il faut la respecter. Selon la Cour constitutionnelle, l'ancien dictateur s'est retrouvé sans défense après avoir vu son avocat expulsé par le tribunal. Les plaignants considèrent qu'il s'agit là d'arguties juridiques. Membres pour la plupart d'une ethnie maya, ils ont été victimes de la politique de terreur menée sous la dictature de Rios Montt. À l'époque, le Guatemala était en pleine guerre civile et les peuples autochtones étaient alors considérés par l'armée comme complices des rebelles. Le conflit a fait selon l'ONU 200 000 morts et disparus. Rios Montt a quant à lui toujours nié qu'il y ait eu un génocide. En Syrie, le Hezbollah libanais aide l'armée syrienne à reconquérir la ville stratégique syrienne de Kousseir, une intervention condamnée par les États-Unis. Le chef de l'opposition syrienne appelle aujourd'hui la communauté internationale à établir un corridor humanitaire pour venir en aide aux habitants de Kousseir. Et puis, Yahoo achète le site Tumblr à plus d'1 milliard de dollars. Le géant américain Yahoo veut rajeunir son public. Plus d'1 milliard de dollars, c'est la somme déboursée par la dirigeante de Yahoo pour acheter le site de blog Tumblr. Le géant américain de l'Internet espère ainsi rajeunir son public et augmenter son audience de 50%. Selon les analystes, Tumblr est désormais plus populaire que Facebook chez les 13-25 ans. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain.